On va mettre les gens au fur et à mesure, hein. C'est ça, on est parti. Voilà, donc super. Donc, bonjour à tous. Je vois que vous êtes tous bien disciplinés, vous avez coupé vos caméras et vos micros. Merci à tous. Donc, bienvenue au grand séminaire de l'OMP, un séminaire exceptionnel, Journée des océans, avec comme invité Jocelyne Ferraris, qui va nous parler de Bluetooth, du projet Bluetooth. Donc, la conférence est intitulée Bluetooth, réconcilier l'homme et la mer. Alors, en premier lieu, qui est Jocelyne Ferrari? Donc, Jocelyne est biologiste de formation. Elle a fait une thèse en écologie numérique au Québec, où elle est restée 10 ans avant d'être recrutée à l'IRD en 89 en tant que biostatisticienne des pêches pour partir au Sénégal. Donc, son intérêt visait à repositionner le pêcheur dans l'ensemble du système halieutique et pour étudier les interactions entre les pêcheurs, le milieu et les ressources. Donc, après 10 ans de recherche en Afrique de l'Ouest, elle est partie dans l'océan Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, quelle chanceuse, pour travailler sur les écosystèmes coralliens. Elle s'est intéressée plus particulièrement aux pêcheries de subsistance et de plaisance, avec le développement des aires marines protégées. Donc, les 10 dernières années de sa carrière, elle a travaillé donc, sur Madagascar et les départements d'outre-mer de l'océan Indien. Elle s'est investie davantage dans la formation des jeunes à la recherche et ses derniers travaux de recherche portaient sur les questions de représentation des populations locales sur les écosystèmes marins. Nouvelle retraitée, félicitations. Elle continue à s'intéresser à ces questions d'éducation, à l'environnement et de sensibilisation des générations futures au milieu marin. Donc aujourd'hui, elle nous parle Bluetooth. Donc Jocelyne va faire sa présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le fil de discussion à votre disposition. Et donc à la fin de sa présentation, on reprendra soit les questions, soit vous lèverez la main pour poser les questions à Jocelyne. Voilà, Jocelyne, c'est à toi. Je Merci coupe Sylvie. caméra et micro. Ah oui, donc c'est bon, je pense. Je crois que vous devez m'entendre là. Ben, merci beaucoup pour m'avoir invité pour ce grand séminaire au niveau de l'Observatoire Midi-Pyrénées. C'est un plaisir pour moi de venir vous présenter ce projet qui n'est donc pas un projet de recherche, hein, et puis d'avoir l'occasion, j'espère, de pouvoir échanger avec vous. Donc, je vais partager mon écran tout de suite. Alors, si jamais il y a un petit problème, il faudra me dire si ça défile pas. Enfin bref, avec Lambert et puis Sylvie. Donc Sylvie, je te laisse gérer les admissions, hein, donc du coup. Et s'il y a quelque chose, ben, Lambert ou Sylvie, vous intervenez de vive voix parce que je n'ai pas forcément accès avec mon écran partagé à la zone de discussion là, hein. Je ne vois Pas pas de les problème, questions. on gérera. Très bien. Alors attendez, voilà, donc la page de garde. Donc Bluetooth, projet de culture scientifique technique au service des océans. Alors donc, Sylvie a fait une présentation assez rapide. Je suis chercheuse associée à l'IRD. Donc vous avez en dessous les logos qui sont associés en fait au projet Bluetooth. Donc il est porté par l'IRD, ce projet, et il y a 4 partenaires au total, 2 organismes de recherche, IRD et Université de Montpellier, 2 associations, Terre Marine et Bassin de Thau. Et puis, il est financé par la région Occitanie, donc c'est un projet qui est de dimension régionale. Et nous sommes associés avec l'Académie de Montpellier, puisque c'est un projet en fait, qui vise à travailler en relation avec des établissements scolaires du secondaire. Alors, j'ai repris ma présentation effectivement rapidement, là, qui est-ce que je suis, parce que je pense que ça explique un petit peu l'émergence du projet Bluetooth. Et quelque part, mon passé explique mon présent et sans doute mon futur de retraité. Donc, quand je dis chercheuse associée IRD, en fait, le statut associé n'existe pas à l'IRD, hein. Donc, je suis plutôt chercheuse retraitée de l'IRD et actuellement bénévole à l'IRD en tant que chef de projet Bluetooth. Donc, c'est un projet que j'ai monté en fait juste avant de partir à la retraite. Donc, j'étais directrice de recherche en tant que biostatisticienne dans l'UMR Anthropie, qui est une UMR d'écologie marine tropicale qui travaillait dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien, qui travaille toujours d'ailleurs, elle existe toujours cette UMR. Donc, j'avais fait mon PhD en écologie numérique, c'est-à-dire que c'était du traitement de données appliqué à l'écologie, donc en co-tutelle Université du Québec et Université de Montpellier.
Et à l'origine, j'étais en fait ingénieure en sciences et techniques de l'eau en tant qu'hydrobiologiste, formée à l'hydrobiologie, parce que je ne voulais pas faire de recherche. Mais finalement, le parcours a voulu que je fasse une thèse et puis que je devienne chercheuse. Alors, j'ai indiqué mes terrains de recherche. Vous savez que l'IRD, qui est un institut de recherche pour le développement, travaille avec les pays du Sud et aussi avec les Outre-mer français. Et donc, mes terrains de recherche, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, ont consisté dans un premier temps à travailler sur les pêcheries d'Afrique de l'Ouest, notamment avec une affectation au Sénégal. Ensuite, je suis partie donc, en Nouvelle-Calédonie pour travailler sur les écosystèmes coralliens au niveau du Pacifique. Et la dernière décennie, me suis intéressée à l'océan Indien avec notamment Madagascar et donc un retour vers des pays de grande pauvreté et puis toujours l'outre-mer avec Mayotte et Réunion. Et je suis basée en fait à Perpignan depuis 2003. Donc, j'intervenais plutôt en mission à partir de 2003. Et c'est là que j'ai commencé à travailler en relation avec la Méditerranée, notamment à cause de la proximité avec le golfe du Lion. Et puis, les universités de Perpignan et les organismes de recherche, notamment Banyuls avec l'UPMC, là, qui travaillent notamment sur des problématiques reliées avec la Méditerranée. Alors, mon parcours de recherche, donc, comme elle l'a dit, Sylvie, biostatisticienne des pêches au moment du recrutement. Donc, je ne connaissais pas vraiment les pêcheries africaines, pas du tout même. Et c'est là que j'ai découvert le monde merveilleux des pêcheries artisanales d'Afrique de l'Ouest. Et je travaillais sur la dynamique des exploitations halieutiques. Et comme je dis toujours, bien que je sois biologiste de formation, je m'intéressais plus aux pêcheurs qu'aux poissons. Donc, mon objet de recherche travaillait davantage sur les stratégies des pêcheurs et je faisais beaucoup d'enquêtes auprès des pêcheurs et des entretiens. Ensuite, donc, la deuxième décennie de ma carrière, là, je me présente plutôt comme biostatisticienne en écologie halieutique parce que j'ai voulu réintégrer les problématiques d'écologie à la pêche, aux sciences donc, de la pêche, l'halieutique. Et j'ai monté une unité de recherche qui travaillait sur les interactions entre les ressources, l'environnement et leurs usages dans les écosystèmes coralliens, avec notamment le fait que la pêche, là, il y avait la pêche bien sûr commerciale, pêche artisanale, mais aussi les petites pêcheries côtières de subsistance, les pêcheries de plaisance, enfin, de loisirs, et aussi tous les usages qui sont reliés avec notamment donc, les aires marines protégées, la problématique de la protection et de la conservation des écosystèmes marins, les usages reliés bon, à la navigation de plaisance, la plongée. Et donc, j'ai commencé à interagir avec d'autres usagers que les pêcheurs et aussi avec des gestionnaires. Donc, à droite, j'ai mis une petite photo, un gestionnaire à l'île de la Réunion, où on avait des programmes de recherche où on travaillait en interaction avec non plus que des pêcheurs, mais des gestionnaires pour notamment la problématique d'indicateurs de l'effet des aires marines protégées pour la protection des ressources et puis aussi des usages. Et donc, la dernière décennie, là, j'ai voulu faire une reconversion sur la représentation sociale des écosystèmes marins. C'est que je me suis rendu compte, en fait, qu'en travaillant avec les pêcheurs, avec les gestionnaires, avec les usagers, pour changer les comportements par rapport au problème de la protection des océans, en fait, c'était difficile chez les adultes de changer de comportement. Ça prend énormément de temps, voire c'est peine perdue. Et donc, j'ai commencé à vouloir travailler sur cette notion de représentation pour voir comment les gens se représentent finalement le monde ou un objet particulier tel que l'écosystème marin pour essayer de faire changer les choses en termes de gestion. Et notamment, donc, là, c'était le problème de la sensibilisation auprès des enfants. Donc, on a fait des programmes de recherche autour des écoles primaires pour essayer de voir un petit peu comment les enfants se représentaient le monde marin, notamment à travers l'usage des dessins. Et puis d'utiliser aussi des activités ludiques pour passer par le jeu, pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire passer des messages suite à ce que nous, on connaissait dans le milieu marin. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Donc voilà, c'est le fameux déclic initial qui est finalement relié à l'émergence du projet Bluetooth. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le programme de recherche Initiative Corail dans le Pacifique Sud, qui a démarré en 2003, c'est Jacques Chirac qui est allé en Australie, qui a dit la France va s'intéresser aux récifs coralliens. Donc, l'Agence française pour le développement a mis en place un gros programme qui a duré une petite dizaine d'années sur les États insulaires du Pacifique Sud. Et dans ce cadre-là, il y avait une action qui s'appelait dissémination des résultats de la recherche auprès des populations locales, dont j'étais responsable. Et à cette occasion, avec une collègue, on a pensé à faire 3 jeux
qui portait sur les écosystèmes coralliens, donc un jeu sur la biodiversité marine, un jeu de cette famille, un album collage-coloriage pour les plus petits qui consistait à parler de la perturbation des récifs coralliens et de la perte des couleurs, hein, et un jeu de plateau sur la cogestion et la responsabilité des enfants, de chacun, des citoyens, par rapport à la gestion en fait et à la protection de l'écosystème marin. Alors, en 2012, avec Pascal Chabanet, ma collègue avec qui on avait créé ces 3 jeux, on s'est dit ben, il faudrait quand même maintenant les mettre en valeur. Donc, on a créé une mallette pédagogique, la mallette Maréco, le récif entre nos mains, qu'on a utilisée dans le cadre de Fêtes de la Science, hein, pour pouvoir valoriser ces jeux qu'on avait testés dans différents contextes culturels, hein. Et une mallette donc, est destinée à une classe, elle contient 30 albums. Et donc, on a commencé à réfléchir sur comment est-ce qu'on pouvait travailler avec cette mallette dans le cadre de notre fonction de chercheuse. Et là, en fait, c'était dû au fait qu'à l'IRD, on nous a dit: «Oh les filles, mais qu'est-ce que vous faites avec votre mallette? Ce n'est pas le travail d'un chercheur de développer des mallettes comme ça pédagogiques. Il y a des associations qui sont là pour ça, il y a des organismes privés». Et donc, on a créé un programme de recherche pour essayer de mesurer l'impact d'une campagne de sensibilisation sur la représentation que les enfants se faisaient des récifs coralliens et qui nous a permis, bon, pendant on va dire 5-6 ans, là, au bout du compte, de créer, de diffuser environ 300 mallettes dans différentes écoles. Alors, tout ça explique pourquoi, au bout du compte, bon, j'ai l'impression que j'ai… Ah voilà, non, c'est ça. Pourquoi il y a Bluetooth? Alors, Bluetooth, la grande bleue et l'économie bleue, c'est pour ça que ça s'appelle Bluetooth. C'est un projet donc, de culture scientifique et technique et industrielle qui vise carrément à réconcilier l'homme et la mer. Donc ça, c'est un peu langue de bois, hein. On sait qu'actuellement, il y a un gros problème de relation de l'homme avec la nature, hein. Donc voilà, nous, notre objectif, on veut réconcilier l'homme avec la mer. C'est un projet donc, qui est orienté vers les générations futures. Donc moi, après le fait d'avoir travaillé sur les écoles primaires, je voulais travailler avec les adolescents, donc avec des écoles secondaires notamment, pour donc essayer de sensibiliser les jeunes à la problématique de la mer, hein, d'une manière générale, que ce soit relié avec la conservation ou le développement d'usages reliés avec la mer. C'est un projet donc, qui est basé sur du multipartenarial, de l'interdisciplinaire et de l'intergénérationnel. Pourquoi interdisciplinaire? Parce que ça a toujours été mon cheval de bataille en termes de chercheuse, hein, de travailler en interdisciplinarité. Étant en méthodologie, j'avais l'occasion de travailler avec des sciences bon, bah, plutôt de la nature ou des sciences dites dures, hein, des collègues qui étaient reliés avec bon, la biologie, de la chimie, de la génétique, etc. Mais aussi avec des gens des sciences humaines et sociales, hein. Et le multipartenarial, c'est parce que j'aime bien travailler en équipe. Donc, pour moi, c'est important de me rapprocher avec notamment le monde associatif et l'intergénérationnel. Bon, ça s'explique un peu par mon âge, hein, le fait que je prenais ma retraite et puis donc on avait des choses encore à dire même quand on est à la retraite. Et tous mes collègues chercheurs qui étaient autour de moi, on s'était dit, c'est vrai que ce serait sympa de continuer à faire des choses en relation avec les jeunes et avec les sciences. Initiative sociale et solidaire, bon, c'est un peu aussi langue de bois là, mais c'est assez porteur de parler de ça. Donc, c'est vrai qu'on veut avoir un impact sur la société, hein. Solidaire, c'est que c'est un projet quand même qui est basé sur énormément de partage, hein, et on veut travailler en réseau, on veut pouvoir effectivement voilà, interagir avec les uns les autres. Approche éco-citoyenne, on espère bien que ça aura des retombées sur justement le comportement des jeunes et puis sur le comportement citoyen pour changer des comportements en relation avec la problématique des océans, hein. Et c'est un projet qui est de dimension régionale, donc ce n'est pas juste centré sur notre petit territoire au niveau local. Donc à droite, ben voilà, on reconnaît les 3 piliers du développement durable, hein, le social, l'économique et l'environnemental. Et on espère que Bluetooth se trouve à l'interface de tout ça. Les objectifs, donc, alors, au départ, c'est sensibiliser et informer les scolaires et le grand public aux sciences et métiers de la mer.
Donc, bien sûr, il y a tout un réseau de scientifiques, mais on voulait parler aussi des métiers de la mer. Parce que comme je vous l'ai expliqué, moi, j'ai toujours travaillé en interaction avec des usagers, hein, que ce soit des acteurs professionnels ou le citoyen lambda qui est usager de la mer. Et donc, les métiers qui sont reliés avec les clubs de plongée, la navigation de plaisance, le tourisme, etc. Et on voulait pouvoir parler de tout ça auprès des jeunes pour les sensibiliser au niveau de nos parcours professionnels, leur montrer comment est-ce qu'on était arrivé à faire ce boulot qui nous passionne tous, hein. Et donc, c'était aussi l'objectif de transmettre nos passions. Donc voilà, vers une réconciliation entre l'humanité et la mer et une prise de conscience citoyenne des interactions entre l'homme et la mer, hein. C'est un sujet qui est assez porteur, je dois dire. Et dans cette journée mondiale des océans, aujourd'hui, j'espère qu'effectivement, on pourra apporter notre petite pierre à l'édifice et puis faire quelque chose en rapport avec tout ça. Initiative orientée solution. Alors là, je rêve un peu parce que je ne sais pas si ça va vraiment se concrétiser par des solutions en tant que telles. On l'espère, à voir. Je pense que dans un premier temps, Bluetooth qui dure juste 2020-2021, on a plein de choses qu'on pourrait faire, qu'on n'a pas bien sûr pu développer dans le cadre de ce projet, mais ça peut déboucher sur énormément de choses beaucoup plus concrètes, je pense, notamment à cause du rapprochement qu'on a avec les acteurs professionnels. Aspect interdisciplinaire, transgénérationnel et multi-acteurs, j'en ai parlé déjà. Et donc aussi, il y a la problématique du rôle des chercheurs dans la société civile et le fait qu'il y a l'aspect participatif des actions. On est tous quelque part dans un même bateau, là, c'est le cas de le dire. J'ai parlé de sciences participatives dans mon résumé. Alors, c'est sciences participatives au sens large, hein. Ce n'est pas juste les sciences participatives comme on peut l'entendre en général, où c'est les citoyens qui vont contribuer à un apport à caractère scientifique. C'est aussi le fait que les scientifiques vont au-devant des acteurs de la société. Et bon, c'est ce qu'on appelait dans les années 80 faire de la recherche-action. On est sur le terrain et on implique éventuellement les populations à nos programmes de recherche. Donc, ça marche pour moi, ça marche un petit peu dans les deux sens quand je parle effectivement de sciences participatives. L'historique du projet. Donc, septembre 2019, je suis encore en activité et il y a le projet Sentinelle de la mer. Donc, Sentinelle de la mer, c'est porté par le CPIE Bassanto, qui est donc une des associations qui est impliquée dans le projet, hein. Et CPIE, donc ça veut dire, je l'ai oublié, ça finit par initiative environnementale. Je ne me rappelle plus ce que c'est que CP, désolée. Donc, ils sont responsables d'un réseau. D'abord, le CPIE est une fédération d'associations. Ils ont une douzaine de membres hein, qui sont dans leur réseau, qui mettent en interaction pour effectivement faire des activités à caractère environnemental. Et les Sentinelles de la mer, donc c'est un réseau qu'ils ont monté il y a déjà quelques années, qui vise en fait à mettre en interaction toutes ces initiatives de sciences participatives pour essayer de coordonner un petit peu tout ça et puis de faire des choses en connaissance de cause, sachant que certains ont déjà fait des choses sur les déchets en mer, en ce moment on parle que de ça, hein, et qu'il y a peut-être autre chose à faire en termes de sciences participatives que de ramasser des déchets. Donc ils essayent de coordonner un petit peu tout ça, c'est un très beau réseau, les Sentinelles. Et donc en septembre 2019, ils avaient fait une opération coup de poing qui a duré pendant une semaine, qui consistait avec le bateau qui est à droite là, qui est le Sea Explorer, qui est le bateau justement qu'on utilise dans Bluetooth, qui consistait à aller le long du littoral occitan pour embarquer des écoles et du grand public et puis bon, faire des activités, notamment à bord du bateau, puisque c'est un bateau pédagogique pour sensibiliser les enfants à la mer. Et moi, donc c'est à côté de chez moi, je suis allée durant le week-end voir ce bateau, j'ai découvert cet outil pédagogique et là je me suis dit waouh, il faut faire quelque chose avec ce bateau. Donc j'étais encore en activité.
Novembre 2019, l'appel d'offres culture scientifique technique de la région Occitanie qui tombe. J'avais déjà essayé de répondre 2 ans auparavant avec l'IRD à cet appel d'offres, donc je connaissais un peu le contexte. Et du coup, je me suis dit, bingo, il faut y aller. C'est une bonne occasion pour effectivement travailler avec le CPIE, Terre Marine, qui est donc l'association qui est propriétaire de ce bateau, et des collègues scientifiques pour essayer de faire quelque chose en rapport avec les générations futures, donc avec les écoles secondaires hein, qui étaient un peu ma cible. Donc, on avait 3 semaines pour répondre à l'appel d'offres. C'était bien. J'étais en fin de carrière. Je n'avais plus de responsabilité ni administrative, ni de programme en tant que tel, si ce n'est bien sûr que j'avais plein de dossiers à terminer, mais qui ne seront jamais terminés, je pense, comme tout bon retraité. Et donc, on dépose l'appel d'offres, et puis là commence à arriver la galère du Corona Circus, comme a dit hier un collègue. Donc là, ça partait mal. Février-mars, on relance les établissements scolaires en leur disant bah, écoutez, on garde confiance, on espère que. Avril-mai, il y a le confinement. Donc là, c'est un peu la cata pour tout le monde en disant bah, c'est raté, c'est évident que les conditions, enfin le contexte sanitaire va prendre le dessus au niveau de tous les appels de la région, etc. Et grosse surprise, juin, on reçoit la notification d'acceptation de la région. Et donc, le 23 juin, on fait la première réunion de projet pour remettre en marche donc effectivement ce projet qui était en attente et qu'on pensait que ça ne se ferait pas. Et donc, de juillet 2020 jusqu'à décembre 2021, on a demandé une extension de 6 mois. On est parti en se disant allez, on y va, c'est super, il nous appuie et il ne faut pas rater le coche, quoi. Donc, juillet, août, eh bien, c'est les vacances. Hein, tout le monde est un petit peu, voilà, c'est le calme plat sur toutes les écoles. Et donc là, il fallait qu'en septembre, à la rentrée scolaire, on soit déjà opérationnel. Alors, si je reviens au niveau du montage, parce que c'est quand même assez important dans l'explication de l'émergence du projet aussi. En 3 semaines, donc premièrement, on a eu une interaction très forte et extraordinaire avec le service éducatif de l'IRD. Alors, on a la chance à l'IRD d'avoir un service éducatif. Alors, il y en a plein, des services éducatifs, pas beaucoup qui se trouvent au sein des organismes de recherche. Donc, un service éducatif, en fait, ce sont j'ai 2 professeurs, un du collège et un du lycée, qui sont mis une fois par semaine au service quelque part, enfin, qui interagissent avec l'IRD pour interagir avec des chercheurs et monter des projets pour répondre à des demandes de la part d'établissements scolaires. Donc, le service éducatif a joué un rôle considérable pour interpeller des établissements scolaires lors du montage du projet, de manière à présenter quelque chose de très concret et crédible au niveau de la région, comme quoi on avait déjà les établissements qui étaient identifiés. Il y a eu bien sûr le montage avec les 3 partenaires ciblés. Donc là, c'était des gens que moi je connaissais d'un point de vue personnel pour avoir discuté donc avec le skipper du bateau et capitaine du bateau et président de Terre Marine en lui disant est-ce que ça vous intéresse éventuellement de monter dans un projet multipartenarial comme celui-ci. Donc il est très très ouvert évidemment à ce genre de choses. Et puis le CPIE Bassanto où aussi je connaissais des personnes que j'avais rencontrées dans le cadre professionnel. Université de Montpellier, parce que c'était quand même un des critères de la région d'avoir 2 organismes de recherche et au moins 2 associations. Enfin, il fallait 3 ou 4 partenaires. Et donc, on a très bien fait tout de suite une très bonne entente entre nous pour monter le projet, très bonne rétroactivité de la part des uns et des autres. Une chose très importante, c'était avoir l'aval du rectorat de l'Académie de Montpellier. Donc là aussi, grâce au service éducatif, on a pu avoir cet aval parce que là, l'Académie de Montpellier et le contact avec les établissements scolaires, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé, mais pas simple de trouver par quelle petite porte il faut commencer. Bottom-up, on commence à contacter des établissements qu'on connaît pour que ça remonte, pour qu'ils aient les autorisations. Top-down, on a l'aval du haut pour que ça rediffuse vers le bas. Assez compliqué. Hein. Heureusement, là, donc, on a eu l'aval de la rectrice qui fait qu'on a pu passer par les correspondants sciences grâce au service éducatif pour interpeller des établissements scolaires et lancer donc un appel à manifestation d'intérêt auprès des écoles. Donc, c'est un projet régional, comme je le disais. On voulait avoir l'Académie de Montpellier, 5 départements, 2 écoles par département, un collège, un lycée, c'était notre cible.
on a presque réussi à l'atteindre. Donc, on voulait avoir 10 établissements scolaires au moment du montage pour montrer qu'effectivement, on avait déjà des parties prenantes qui avaient donné leur aval. Les scientifiques impliqués, c'est important aussi de donner une liste de scientifiques. Donc là, il y avait une trentaine de scientifiques qu'on a contactés via nos réseaux de scientifiques et qui nous avaient donné leur accord de principe. Donc, dans les scientifiques, beaucoup de bénévoles retraités et beaucoup de scientifiques encore statutaires qui, dans le cadre de leur travail, considéraient que ça faisait partie de toute façon de leur mission. Et bien sûr, le montage administratif du dossier, pas simple non plus là au niveau de la région, surtout au niveau des budgets pour comprendre. Oh là là, c'était quelque chose. Donc, heureusement qu'on avait déjà essayé de le faire au niveau de la région 2 ou 3 ans auparavant. Donc, on savait un peu où on mettait les pieds. Mais on a eu aussi l'aide d'un service de l'IRD là, qui a été énorme pour que tout ça se fasse en temps et lieu pour qu'on ait les signatures à temps. Alors, le choix des ports, important aussi pour la crédibilité du projet. Donc, vous avez le déploiement géographique là, du projet sur le territoire de l'Académie de Montpellier, avec les 5 départements. Le département de la Lozère, qui était très important pour nous, mais qui n'est pas en façade littorale, et on voulait absolument avoir des établissements. Et les 4 départements du littoral, qui, donc, d'abord, je reviens au niveau de l'appel à manifestation d'intérêt. Assez surprenant, pas facile, en fait, d'avoir des réponses. Il a fallu les relancer. Ça a très bien marché pour le Gard et pour l'Hérault, parce que le service éducatif de l'IRD avait déjà, je dirais, un peu leur réseau, leur rayon d'action et puis de rayonnement. Par contre, Lozère, aucun établissement, l'Aude, aucun établissement. Pyrénées-Orientales, bon, ça va, on a eu 2 profs de collège et de lycée complètement amoureuses de la mer qui ont tout de suite répondu. Et un prof de Perpignan aussi qui avait répondu, qui venait d'un collège en zone prioritaire. Et donc là, on avait le problème que dans certains départements, il y en avait plus que 2 établissements qui avaient répondu. Il y avait des choix à faire. Et puis, il y avait 2 départements, il n'y avait personne. Donc, du coup, on a fait marcher nos réseaux personnels, on va dire, ou des contacts directs pour aller au moins chercher un établissement par département. Et puis, du coup, moi, comme je suis dans le Roussillon, c'est vrai que du coup, j'ai mis un peu le paquet pour les Pyrénées-Orientales. Et du coup, on a accepté 4 établissements dans les Pyrénées-Orientales, notamment à Canet-en-Roussillon, qui était un des ports où on devait aller, où ils ont un lycée qui est à orientation maritime. Alors, le choix des ports était aussi important. Donc là, on a 5 ports au total. Il y avait un port associé avec 2 établissements scolaires. Donc, on avait 10 établissements scolaires. Et l'idée, c'était que le bateau devait aller au cours d'une campagne en mer dans le cadre de Bluetooth, d'un port à l'autre, en embarquant chaque fois 2 établissements scolaires pour faire une sortie en mer et aussi avoir des acteurs professionnels sur les ports. Alors, les ports, donc on a le Cap d'Agde qui est la base habituelle du Sea Explorer, le bateau dont je vais revenir tout à l'heure dessus. Là. Le Cap d'Agde qui est donc une cité touristique très connue, réputée pour plus ou moins bonne réputation, mais c'est quand même une des premières stations touristiques quand même au niveau français, qui est assez important. Et surtout aussi, c'est un port de pêche. Pour nous, c'était important d'avoir la relation avec Agde et le Gros d'Agde où il y a une criée. C'est un port de pêche quand même qui n'est pas négligeable. Port-Camargue, dans le Gard, qui est je crois que c'est le premier port de plaisance en termes de nombre de places en Europe. Il me semble bien, en tout cas en France, certains. Et donc, qui est une station qui est quand même aussi une très belle station port de plaisance, qui a aussi un petit port de pêche au Gros-du-Roi, à côté. Frontignan, qui donc se trouve dans l'Hérault, qui là, c'était on avait ciblé plutôt le petit port de Frontignan, port de plaisance, qui est donc à côté d'Herbier de Posidonie, donc avec une zone Natura 2000 importante, avec des écosystèmes aussi au niveau marin intéressant, et puis surtout la proximité, bien sûr, avec Sète, gros port de pêche, avec la zone halieutique Sète-Frontignan, qui nous permettait aussi de rencontrer un certain nombre d'acteurs professionnels pertinents. Port-la-Nouvelle, gros port de commerce, port de pêche, petit port de plaisance,
qui se trouve donc dans le parc de la Narbonnaise. On est donc dans l'Aude et qui est un port qui est en train de se développer avec un gros projet qui fait d'ailleurs polémique au niveau environnemental pour accueillir des gros pétroliers. Mais en même temps, il y a un parc éolien offshore qui est en vue, donc avec toute la problématique de l'éolien, énergie renouvelable en mer, donc avec des acteurs là aussi professionnels intéressants à faire rencontrer pour ceux qui étaient dans l'Aude. Et Canet-en-Roussillon, donc moi je voulais pas aller sur la côte rocheuse, bien qu'elle soit super belle, et où on va toujours, Collioure, enfin surtout Port-Vendre, Banyuls, qui sont connus en termes d'infrastructure aussi au niveau portuaire. Et je préférais aller sur la côte sableuse, qui en général est souvent minimisée au niveau du rôle en tant qu'océan par rapport à la côte rocheuse, alors qu'il y a des ressources tout à fait importantes, et donc qui est un port de plaisance et qui nous accueillait aussi à bras ouverts, avec un super aquarium qui va réouvrir ou qui est peut-être déjà réouvert, et qui nous donnait aussi des opportunités en termes de métiers reliés avec la mer. L'organisation du projet. Alors, l'organisation du projet, je ne sais pas combien de temps déjà j'ai pris là. Alors, l'organisation du projet est assez importante. Alors, je suis chef de projet, 4 partenaires, comme je disais. IRD, qui est quand même le gros partenaire, avec donc le service communication culture scientifique, qui a joué un rôle énorme. Et donc, ça, dans un projet de culture scientifique, bien sûr, on a intérêt à avoir un service de com derrière. Donc, merci à Julie et à Muriel. Le service éducatif, j'en ai parlé, là aussi, rôle très important pour la relation avec le milieu éducatif. Le service partenariat contrat recherche, important au point de vue du soutien administratif. Parce que moi, finalement, je ne suis plus à l'IRD en tant que telle. Donc, si je n'avais pas ces services-là au niveau de la structure porteuse, je n'aurais pas pu faire, c'est sûr. Hervé Demarque, qui est responsable scientifique au niveau IRD, puisqu'il fallait bien sûr aussi avoir, je dirais, une couverture au départ scientifique, puisque moi, je n'avais plus de fonction au sein de l'IRD, mais Hervé s'est impliqué à 150%, on va dire, dans le projet, et a découvert quelque part aussi, peut-être lui, de son côté, le plaisir de pouvoir faire ce genre de mission en tant que chercheur. Le deuxième partenaire, donc propriétaire du bateau Sea Explorer, bateau pédagogique, avec son capitaine et président de Terre Marine, qui a une très belle philosophie et voilà, avec lequel on a vraiment envie de faire plein de choses sur le plan pédagogique. Et donc, le bateau Sea Explorer, c'est un bateau école de la mer. Le CPIE Basanto, donc j'en ai parlé, qui est donc un réseau de membres associatifs ou professionnels, une douzaine de membres, qui joue un rôle très important puisqu'il a un ancrage territorial sur les problématiques environnementales et transition écologique aussi. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir avoir un partenaire avec un ancrage régional. Et bien sûr, l'Université de Montpellier qui joue un rôle aussi très important, notamment avec le contact avec des étudiants. Quand je dis que c'est intergénérationnel, on a des étudiants de master aussi qui sont impliqués dans le projet, notamment notre chargée de projet actuelle, Lara, là, qui fait son stage de master avec nous et qui s'occupe de la coordination du projet aussi avec nous et qui anime notre blog et qui joue un rôle aussi très important. Alors, au niveau des étudiants, important de dire aussi qu'on a eu, pour l'aide de la planification du projet, 3 groupes d'étudiants, de 4 étudiants chacun, qui étaient dans une unité d'évaluation gestion de projet et entreprise, et qui a joué, donc les 3 groupes ont chacun joué un rôle soit sur le plan communication, développement du teaser, le blog, commencer à réfléchir au niveau des conférences. Le deuxième groupe était en charge des ateliers thématiques à bord du bateau, donc plutôt de réflexion au niveau thématique scientifique. Et le troisième groupe qui a travaillé avec moi sur le contact avec les acteurs professionnels des différents ports pour commencer à organiser les contacts avec les acteurs, avoir leur aval et puis organiser surtout la logistique. Et donc, on a une cinquantaine de scientifiques et d'acteurs professionnels volontaires, et bien sûr aussi les professeurs référents avec qui on interagit, des 10 établissements scolaires, voire des 11, parce qu'on a un 11e établissement qui s'est greffé entre-temps.
Voilà, donc structure quand même assez lourde, mais très bonne ambiance, beaucoup d'échanges entre nous. Donc, voilà, c'est un plaisir de travailler au niveau de l'ensemble de cette équipe. Le Sea Explorer, donc très important d'en parler, donc c'est l'outil central au niveau du projet, hein. Donc, c'est un bateau qui mesure 24 mètres, un gros catamaran, 12 mètres de large, 24 mètres de long, qui représente donc soit 300 mètres carrés de structures très stables sur lesquelles on peut faire plein de choses, hein, que ce soit des ateliers à caractère scientifique, faire des conférences grand public. On peut accueillir jusqu'à, actuellement, en respectant les règles sanitaires, au niveau des ateliers, on peut accueillir jusqu'à 70 gamins au cours d'une sortie. Donc, c'est énorme, on peut donc avoir 2 classes, hein, sans problème. C'est un bateau éco-construit, ils ont mis 7 ans pour le construire. Il y a donc tout plein de choses à bord, très originales, hein, avec sur le plan énergie, les éoliennes, enfin bref, le moteur. Vous regardez terremarine.org pour avoir des informations sur ce bateau. Vous voyez dans les images qu'il est équipé pour accueillir à bord des personnes à mobilité réduite. Il a un petit annexe, le Sea Discover, qui permet de débarquer aussi à terre, de faire des choses autour du bateau pour des prélèvements, des choses comme ça. Laboratoire avec les microscopes, donc relativement bien équipé aussi au niveau du bateau, et le projet Bluetooth a aussi contribué à enrichir son équipement avec des filets plancton, du matériel au niveau océanographique et puis aussi microscope. Donc, je fais un appel à intérêt à mes collègues scientifiques parce que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de cette opportunité qu'on a de pouvoir faire des choses, notamment en mer Méditerranée, mais il peut sortir de la Méditerranée, il peut aller dans les pays du Sud, il peut naviguer à travers les océans et faire des choses pour justement soit à caractère science participative. Donc, au départ, il était plutôt orienté bioacoustique, observation donc spécialisée avec les hydrophones dans l'observation notamment du grand dauphin en Méditerranée. Donc, c'était un petit peu leur option, leur carte, on va dire, qui mettait de l'avant en disant on est capable d'aller chercher des bonnes données, de les mettre à disposition en relation avec l'observation des cétacés. Et là maintenant, il change un petit peu peut-être son fusil d'épaule en disant avant tout, on est une école de la mer, hein, on peut montrer des choses en relation avec les sciences de la mer, hein, et puis la navigation, montrer comment un bateau à voile, ça peut se construire, ça se navigue. Donc, il y a plein de facettes au niveau des ateliers là, qui sont proposés à bord, et vraiment, j'encourage tout le monde à les regarder pour éventuellement bénéficier de cette opportunité qu'on a, parce que comparé à la location et l'utilisation de nos bateaux océanographiques qui coûtent à peu près 30 000 € au jour, ou je ne sais trop combien, là, on a une occasion de faire des choses tout à fait très confortable à bord, hein, et donc c'est une chance, notamment, pourquoi pas, pour accueillir des étudiants dans le cadre de stages et faire des stages à bord. Il y a quand même une capacité de couchage de 14 bannettes, je crois. Donc voilà, vous regardez sur le site. Alors, les actions Bluetooth sorties sur le terrain. D'abord, des ateliers scientifiques qui sont menés à bord du bateau. Donc, on a mis en place 4 ateliers, nous, principalement, sur la faune benthique, sur la bioacoustique, sur le plancton et sur une mini-campagne océanographique pour que les jeunes à bord puissent manipuler, utiliser des instruments, faire des observations éventuellement de plancton ou de trier la boue qu'on prélève avec une petite benne, etc., pour voir les organismes benthiques. Au cours d'une sortie terrain, donc il y a 3 heures en mer, et puis le reste du temps, donc l'après-midi ou le matin, ils rencontrent des acteurs professionnels sur le site. Et donc, vous pourrez voir sur notre blog les différents acteurs qui ont accepté de nous rencontrer jusqu'à l'heure actuelle et qui étaient tous volontaires pour prendre sur leur temps pour parler aquaculture, conchyliculture, les différents métiers reliés avec une capitainerie, animateur scientifique dans une association, gestionnaire, pêcheur, crier, aquarium, etc., etc. Donc, malheureusement, donc nous, on a réussi à faire 3 sorties en mer sur les
les 15 jours de campagne qui étaient prévus, hein, et à cause du confinement, on a dû tout arrêter. Tout est reporté à l'automne, mais ce n'est que partie remise. Nous terminerons notre campagne telle que prévue pour accueillir tous les établissements qui étaient partants. Intervention en classe, hein, avec les scientifiques partants, donc sous forme exposé, film débat, atelier, table ronde, jeu de rôle, etc. Et donc, il y a à peu près 6 thèmes, hein, qui sont proposés. Observation, détermination des espèces marines, donc plutôt biologie, génétique, écologie, etc., sur des populations particulières. Les écosystèmes marins côtiers en général, avec, si possible, une approche intégrée au niveau de l'écosystème, sachant que l'homme fait partie également de l'écosystème comme une espèce à part entière. De l'océanographie physique, biologique, avec notamment les instruments de télédétection, la bioacoustique, etc. Pêche et ressources exploitées, bien sûr. Technologie marine, navigation. Et puis du divers, changement climatique, aménagement du territoire, sciences participatives, arts et sciences, les sciences humaines, etc. Donc on a d'abord les dernières actions, les conférences grand public, en distanciel, puisqu'on a dû s'adapter au contexte. Donc là, voilà, il y a eu pas mal de conférences comme celle d'aujourd'hui qui se passe à distance. Présentiel, ça va reprendre, on espère, d'ici peu de temps. Et puis éventuellement à bord du Sea Explorer. Donc ça, c'est pareil, on n'a pas pu les faire, mais pourquoi pas cet automne, et pourquoi pas à la limite cet été. Et de l'événementiel, donc là c'est pareil, ça redémarre, donc la fête de l'enfance, la fête de la nature et du patrimoine, la fête de la science, les journées de la mer, donc on essaye, voilà, de pouvoir faire la visibilité du projet Bluetooth entre les différents départements de la région ex-Languedoc-Roussillon, donc entre les Pyrénées-Orientales et jusque dans l'Hérault et le Gard. Donc, il y a un catalogue qui a été monté lors de la préparation du projet, là, quand on a commencé à démarrer, avec l'offre du catalogue qui présente 46 thématiques. Ce sont donc nos fameux scientifiques et aussi associations qui ont décrit chacun un thème, voire plusieurs, sur lesquels ils étaient prêts à intervenir, soit en classe, soit en conférence. Donc, vous avez un petit exemple en bas là, du petit descriptif qui est donné, avec une photo, puis un petit résumé. Et on demandait donc aux professeurs impliqués dans les écoles de nous donner leur choix prioritaire pour qu'on puisse organiser justement les interventions en classe. Ce n'était pas facile pour eux parce que 48 thématiques, c'est beaucoup, mais elles sont toutes très attrayantes, je pense. Et en fait, ce catalogue peut s'enrichir avec toute personne intéressée, travaillant en relation avec la mer, pour faire un petit descriptif et puis voilà, augmenter cette offre. Les ateliers scientifiques en mer sont décrits dans le catalogue par des fiches thématiques qui ont été montées notamment par les étudiants dont j'ai parlé, la gestion de master, des fiches animateurs qui sont dédiées aux animateurs pour l'expliquer un petit peu, voilà, parce que les animateurs, professeurs des écoles ne connaissent pas forcément non plus ces thématiques-là, hein. Et puis des fiches protocoles qui sont proposées aux jeunes quand ils viennent à bord pour faire les manifs. Le blog, donc je vous incite à aller le consulter, hein, je vous invite à aller le consulter. Donc ça a été mis en place aussi par le groupe étudiant au départ et puis alimenté par Lara actuellement. Et ce blog permet de retrouver tous les reportages qui ont pu être faits par les médias grâce à notre service de communication qui a quand même fait une très bonne couverture là, pour qu'on ait une bonne couverture médiatique. La restitution des scolaires qui est accessible via un Padlet pour permettre, quand on parlait de partage, hein, que les différents établissements puissent partager entre eux, montrer qu'est-ce que c'est qu'ils ont fait, qu'on ait un retour de la part des jeunes et des profs, pour au bout du compte, nous aussi, savoir en définitive, est-ce que c'est bien ce qu'on fait ou pas bien, quoi. Les conférences en distanciel qui sont enregistrées comme celle, je pense, aujourd'hui, qui sera peut-être éventuellement donc accessible. Les partenaires qui nous soutiennent financièrement ou éventuellement uniquement en termes de volontariat pour avoir accepté de rencontrer les jeunes. Donc, on essaie de mettre tout ça sur le blog pour voilà, représenter globalement qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre du projet. Voilà, j'avais prévu un petit film, mais je ne vais pas le montrer tout de suite parce que je ne pense pas que j'aurai forcément le temps. Est-ce que Sylvie, tu peux me dire combien de temps il me reste? C'est 43, 5 minutes.
D'accord, parfait. Donc, je termine sur ma dernière diapo, qui est justement la petite approche réflexive que nous, on a pu, enfin, que moi, dans un premier temps, parce que j'ai quand même pas beaucoup échangé avec mes collègues pour le moment, parce qu'en fait, il faut savoir que donc, on a commencé le 1er avril la campagne en mer et les interventions dans les écoles. Le 2 avril, c'était la deuxième sortie en mer, sachant que le président avait annoncé qu'il y aurait le confinement. Donc, on a réussi à faire une troisième sortie hier, c'est tout récent. Et donc, du coup, le recul par rapport au projet et les interventions en classe, on est seulement en train de commencer à le faire, sachant qu'on n'a pas vu encore tous les établissements, loin de là. Donc, c'est un petit peu mon analyse personnelle et j'ai aussi tenu compte d'un certain nombre déjà d'échos que j'ai pu avoir de la part de collègues et puis des partenaires du projet. Alors, premièrement, c'est effectivement le coût du projet. Alors, j'en ai pas parlé. Ça implique finalement pas beaucoup de moyens financiers. Il faut savoir que la région nous a donné au départ un incitatif de 6 000 euros par partenaire. Donc, on avait 24 000 euros d'argent qui arrivait au niveau du projet, sachant que chaque partenaire devait en donner autant. Les associations ne pouvaient pas sortir 6 000 euros chacun de leur côté, donc c'est plutôt en termes de moyens humains qui vont y contribuer et puis aussi par rapport à leurs moyens propres. Donc en fait, voilà, on va dire, on double déjà le truc, ça fait 48 000 euros. Et l'IRD a donné quand même pas mal de billes en termes d'argent frais pour permettre le fonctionnement du projet en termes d'acquisition de nouveaux matériels, les missions prises en charge, des choses comme ça. Donc l'IRD a quand même pas mal contribué, nous a beaucoup aidé. Donc merci IRD, j'en profite. Et surtout, c'est des moyens humains. Alors, il faut savoir que les moyens humains, alors là, ça gonfle l'enveloppe tout de suite, puisqu'il y a énormément de personnes, vous avez vu, qui sont impliquées. Donc, à la louche, moi, j'ai fait un petit calcul rapide. Je me suis dit, c'est un projet, il faut savoir qu'un bénévole, 1 heure de bénévolat, c'est 1 heure de SMIC. Donc, environ 10 euros. Donc, combien d'heures de bénévolat, blablabla. Donc, à la louche, c'est minimum 100 000, voire plus. Ça dépasse les 100 000 largement, je pense, sachant le nombre de personnes qui, au bout du compte, se sont impliquées dans le projet. Mais c'est du temps. Voilà, c'est du temps, c'est pas de l'argent. Il faut de l'argent, bien sûr. Le bateau, il faut le faire tourner. Donc, l'argent était nécessaire. Mais du coup, on peut se poser la question, combien d'enfants? 660 gamins qui devraient être sensibilisés, 10 établissements scolaires, 35 classes, ça fait combien par gamin? J'ai calculé un peu à la louche, 200 euros par gamin pour une sortie sur le terrain, 3 heures en mer, rencontrer des acteurs professionnels, une intervention dans l'école. Est-ce que ça vaut 200 euros par gamin? Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, le débat est ouvert. Retomber au niveau scolaire. Est-ce qu'au bout du compte, on a réussi à transmettre effectivement des connaissances pour qu'il y ait de l'acquisition des connaissances au niveau des jeunes? Et le rôle qu'on avait quand même, c'était de réfléchir aussi au niveau de la place des sciences. Les jeunes scolaires, là, secondaires, sont bientôt les lycées, donc ils sont en Parcoursup, ils vont devoir faire des choix. La majorité des professeurs nous ont dit, oh là là, c'est la cata au niveau des sciences, SVT, les jeunes, ils prennent plus ça, vous allez avoir un déficit d'étudiants en bio d'ici peu de temps, c'est la catastrophe, les sciences n'ont plus trop le vent en poupe. Un peu surprenant. Quand on entend parler des problématiques environnementales, il faut sauver la planète, etc. Mais visiblement, il n'y a pas de job, donc on n'y va pas, quoi. Alors, est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose par rapport à ça? Changement des représentations chez les jeunes, que ce soit donc la vision qu'ils ont du scientifique. Est-ce qu'on a réussi à démystifier le rôle du chercheur? Et non, on n'est pas que des gens dans nos laboratoires avec nos blouses blanches et puis tristounets un peu. Enfin, bon, c'est vrai que c'est un peu tristounet devant nos écrans, on ne se parle plus, si ce n'est par visio et par mail, quelque part. Mais bon, est-ce qu'on a réussi à changer les choses au niveau du rôle des scientifiques, le fait qu'ils nous aient rencontrés aussi sur le terrain et dans les écoles? Par rapport au cursus professionnel, le fait qu'on leur ait parlé. Moi, je ne voulais pas faire de recherche. Tiens, je suis devenue chercheur. Comment ça se fait? Tiens, lui, il avait fait une thèse. Il est devenu pêcheur. Comment ça se fait? Voilà. Donc, est-ce que ça a pu changer des choses? Leur vision des océans et de la biodiversité. Et puis aussi, bien sûr, au niveau des métiers. Tout métier peut être intéressant dans la mesure où on est passionné pour son métier. Les interactions chercheurs-société civile. Notre ministre de la Recherche dernièrement a annoncé que dans le plan
Le plan de la recherche 2021-2030, je crois, il dit maintenant ça fait partie des missions du chercheur d'aller au-devant de la société civile. On sait que tous les chercheurs sont complètement pressurisés, ils n'ont plus le temps entre la messagerie, les tâches administratives, les réponses aux appels d'offres, les rédactions de machin, les publications, les ci, les ça. Est-ce qu'on a le temps, effectivement, en plus d'aller au-devant de la société civile? Il y en a qui le font parce que c'est en eux, hein, ils aiment la com, ils aiment le rapport avec les gens, parler devant les grands publics, mais il y en a qui ce n'est pas trop leur truc, hein. Donc voilà, interaction chercheur-société civile, qu'est-ce qu'on peut en dire? Transmission intergénérationnelle. Est-ce que le fait d'avoir sollicité ce réseau des chercheurs retraités qui sont passionnés par ce qu'ils ont fait et qui veulent communiquer leur savoir accumulé, qui connaissent plein de choses et que souvent les jeunes chercheurs, eh ben, sont des fois déconnectés du terrain alors que celui qui était vraiment quelque part le naturaliste de terrain, qui maintenant a 80 ans, il a plein de choses super intéressantes à raconter. Donc la transmission, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Réconcilier l'homme et la mer, protection et développement durable des océans, qu'est-ce qu'on a pu faire par rapport à ça? Grosse question. Et surtout, donc ça, c'est nous la question qu'on a actuellement, quelle est la pérennité et le devenir du projet Bluetooth? Les profs nous disent, bon, l'année prochaine, on s'inscrit, hein. On revient, hein. Ah, on n'a pas entendu parler du projet, on a raté l'appel à manifestation d'intérêt, vous allez en relancer un quand? Donc, Bluetooth, il y a un chargé de projet, enfin une chef de projet. J'avoue que moi, j'avais du temps, j'étais retraitée. J'ai donné beaucoup de temps, j'ai envie d'en donner encore jusqu'à la fin du projet. Je me suis engagée à ça, mais ouais, j'ai peut-être d'autres projets en tant que retraitée. Je n'ai pas trop envie de continuer. Y contribuer, oui, y participer, oui, pas de problème, mais relancer la même mécanique qu'on a mis en place en région Occitanie, moi non, merci, là c'est bon. Je veux bien y participer. Par contre, tiens, relancer un truc pareil dans un pays du Sud, pourquoi pas? Là, il y aurait un nouveau challenge pour moi. Qui sait, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma retraite en tant que telle. Mais voilà, donc il faut avoir, c'est vrai, quelqu'un qui s'occupe de la dynamique du projet, c'est vital. Tous les partenaires qui étaient super partants, ben là, maintenant, ils ont peut-être aussi d'autres objectifs, hein. Ils ont chacun aussi d'autres projets. Bluetooth, c'est pas non plus. Donc, en fait, il faut qu'on commence à penser à peut-être un système différent. Est-ce qu'il faut que ce soit un réseau associatif qui prenne ça en charge? Est-ce que l'Académie de Montpellier peut jouer un rôle en disant, ben oui, il y a une forte demande au niveau des écoles. Est-ce que les écoles peuvent eux-mêmes faire une demande pour aller chercher des financements, pour solliciter le Sea Explorer et puis regarder dans le catalogue pour aller chercher des scientifiques qui pourraient faire des interventions dans les classes? Bref, tout ça, c'est en cogitation. Et donc, j'ouvre le débat pour avoir tous vos retours et vos idées. Voilà, j'arrête là. J'espère que je n'ai pas trop utilisé le temps. Et si vous voulez donc voir le petit film que j'avais prévu, c'était le reportage en fait de France 3, hein, qui nous a fait 4 minutes et quelques de reportage sur Bluetooth, on peut y avoir accès via un lien que j'ai peut-être mis d'ailleurs dans la discussion, je ne me souviens plus, là, l'échange, le partage. Mais sinon, sur le blog, on a accès à plein de reportages audio dans les radios, tout ça qui reflète bien l'ambiance du projet avec l'enthousiasme des jeunes sur le bateau et puis l'ambiance générale des manips scientifiques qu'on peut faire à bord du bateau. Donc, je vous encourage à aller voir Bluetooth. Sylvie, est-ce que c'est toi qui… Oui, alors, donc effectivement, le lien normalement est dans le fil de discussion. Donc, voilà. Si quelqu'un veut poser une question, on peut, comme on n'est pas très nombreux, on peut directement peut-être poser des questions oralement et peut-être pas en le tapant. Si quelqu'un veut poser une question, on peut lever la main. Vous avez à votre disposition, je ne sais pas si, alors je ne sais plus dans la discussion. Ah oui, il y a le lien là, je le vois. Oui, Lambert l'a remis. Merci Lambert. Participants, est-ce que vous pouvez lever la main, mais tout le monde a l'habitude normalement. Donc, si quelqu'un… Ah, Lionel Gourdour, bonjour. Oui, bonjour. Allez-y, je vous en prie. Dans votre action, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de travailler sur le côté mer Occitanie
avec, je sais pas, le problème des lidos, les problèmes locaux qui se posent régionalement à cette, voilà, chez nous. Alors, c'est vrai qu'à l'origine, le choix des ports était quand même pas neutre, parce qu'on voulait vraiment avoir finalement une approche territoriale, hein, pour parler des caractéristiques, je dirais, écosystémiques, hein, puis de territoire de chacun des ports, hein, et de pouvoir, au bout du compte, montrer aux jeunes, enfin leur faire connaître leur territoire, hein, qu'ils ne connaissent pas, et notamment, c'est incroyable, quoi, des élèves qui habitent à côté des océans ne connaissent pas forcément ce qui se passe sur leurs côtes. Et donc, c'était un petit peu une idée qui était derrière, bien sûr, le projet. Et finalement, ben, il s'avère que les demandes, quand même, d'une manière générale, on n'avait pas le temps d'aborder vraiment des problématiques locales, hein. C'était des demandes générales de parler de sciences de base, hein, sur le plancton, effectivement en océanographie, qu'est-ce que c'est qu'on fait, comment parler des aires marines protégées, parler du changement climatique, parler des déchets, enfin, les sujets d'actualité, quoi, et sans assez d'intérêt, je pense, pour effectivement le territoire marin. Et ça, moi, s'il y avait des choses à refaire dans le cadre de poursuite, peut-être pourquoi pas avec les mêmes écoles, ce serait de rentrer maintenant dans le vif du sujet en disant, mais voilà, dans cette école, on est allé dans tel endroit, et qu'est-ce qui se passe dans cet endroit-là, et leur faire découvrir leur territoire et problématiques vraiment locales au niveau de la région Occitanie, avec la Méditerranée, les caractéristiques de la Méditerranée. Donc, bien sûr, dans les interventions en cours, on essaye toujours d'en parler, hein. Quand on a parlé notamment de la pêche méditerranéenne, on a parlé la petite pêcherie qu'on pouvait avoir au niveau notamment du littoral occitan. Et quand ils allaient sur les terrains, là, on les a emmenés à ce moment-là rencontrer des pêcheurs locaux, pour qu'ils parlent un petit peu, effectivement, aussi de ce qu'ils vivaient à leur échelle, quoi. Mais voilà, il y a beaucoup à faire dans cette direction-là, c'est clair, hein. Mais bah, par contre, on manque de temps, quoi. C'est évident. C'est trop rapide, trop rapide. Merci. D'autres questions? Alors, donc, on a retrouvé comment lever la main. Je vous l'ai inscrit dans le chat. Donc, vous avez des onglets en bas présents sur votre écran, et vous avez réaction. Mais là, comme ça ne se bouscule pas, vous pouvez désactiver votre micro et poser directement votre question à Jocelyne. Ah, Roberto Armando Rey a 2 questions. Allez-y, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Vos questions. Premier, pourriez-vous décrire le type de pêche qui est pratiqué dans la région, par exemple pêche artisanale, industrielle, etc. Et deuxièmement, y a-t-il une interaction entre les pêcheurs de la région, avec les pêcheurs de la région, pardon. Alors, bon, alors les différents types de pêche, bon, ben là, je peux en parler par rapport à notre visite qu'on a fait hier, par exemple. On est allé au port de Sète. Alors, à Sète, il y a vraiment tout ce qu'on veut en termes de différents types de pêche, hein. On a eu même la chance de voir les gros bateaux tonniers qui sont basés à Sète, puisqu'ils étaient partis en campagne pour le thon. Ça fait, je sais plus si c'est 15 jours ou 3 semaines, hein, qu'ils ont de durée de pêche, hein, et ils étaient rentrés le dimanche. Donc hier, on a eu la chance de voir les gros bateaux tonniers qui étaient dans le port, et du coup de pouvoir montrer, mais on n'avait pas pris de contact professionnel avec des tonniers, bien qu'au départ, moi j'avais un contact avec un armateur qui nous avait dit qu'éventuellement ce serait possible de visiter un de ces bateaux. Malheureusement, bah, avec les reports et tout, notre sortie s'est passée en pleine campagne de pêche de thon, et donc on n'a pas pu organiser cette visite du bateau tonnier. Alors, il y a les chalutiers, donc tout ce qui concerne, si vous voulez, les grosses pêcheries. Voilà, c'est surtout les tonniers, on va dire, hein. Les chalutiers, au niveau de la Méditerranée, ils revendiquent, hein, leur statut de pêche artisanale, hein, de petite pêche, hein, bien que quand même, un chalutier, c'est déjà gros, hein, mais c'est vrai que ce sont quand même des structures familiales en général, ou enfin
voilà, ça reste de la pêche journalière, hein. Ils sortent la nuit et ils reviennent le soir. Et donc là, on a pu notamment visiter un chalutier désarmé qui se visite à 7. On avait donc le contact avec ce vieux pêcheur qui s'était reconverti pour faire visiter son chalutier. Donc les jeunes ont pu visiter l'internat chalutier avec toute une information, avec un petit système vidéo à l'intérieur du chalutier. Enfin, c'était très très bien fait. Et sinon, il y a bien sûr la petite pêche côtière artisanale. Et ça, c'est pareil. Donc, en se promenant le long du port, ils ont pu rencontrer et discuter avec des gars qui étaient en train, donc c'était l'après-midi, donc effectivement là ils rentrent en général le matin, les petits pêcheurs. Donc l'après-midi, ils ont vu deux personnes, des fileyeurs qui étaient en train de réaménager leur stock les engins de pêche et qui leur ont parlé des espèces ciblées, des engins qu'ils utilisaient et tout ça. En général, donc quand ça se passe le matin, on se débrouille pour qu'ils puissent assister les jeunes à la vente au cul des bateaux, des petits pêcheurs, de manière à discuter aussi avec éventuellement des représentants de la prud'homie ou des représentants de pêche. Là, hier, par exemple, ils ont visité aussi une coopérative de pêche. Ils sont allés visiter une coopérative de conchyliculture. Voilà, donc voilà. On leur permet de rencontrer effectivement des pêcheurs. Et en parallèle, cette école-là, c'était l'école ça y est, j'ai un trou, du Gard. Il venait de Villeneuve-les-Avignon dans le Gard, donc sur 7, 1 heure et demie de route d'autobus. Et on n'a plus le temps maintenant de faire les interventions en classe. Mais quand les autres établissements, certains ont demandé le descriptif qui concernait les petites pêches sur le littoral méditerranéen. Et donc, mon collègue Christian Chabou, qui est économiste des pêches, économiste de l'environnement, a fait tout un laïus sur la petite pêche, puisqu'il avait fait une grosse étude sur la pêche méditerranéenne et donc a pu effectivement rentrer vraiment dans le vif du sujet de la petite pêche sur le littoral du Languedoc-Roussillon. Et on parlait aussi d'activités aquacoles, notamment en lien avec les étangs qui sont très importants sur le Languedoc-Roussillon. Et il n'y a pas de la pisciculture au large dans cette région? Alors, non. Alors, justement, pour revenir au thon, ça, c'est intéressant aussi parce qu'on sait qu'actuellement, les thons, ils sont donc une grosse partie part en exportation, notamment sur le marché du Japon. Et puis, ils n'ont pas beaucoup, les quotas sont assez limités, mais les armateurs de thon font quand même énormément d'argent, puisque c'est vraiment une filière économique extrêmement importante. Donc, en fait, il faut savoir effectivement qu'ils pêchent des thons qui sont en fait pas forcément à taille très grande, et qui peuvent encore grandir. Et donc, ils les mettent dans des fermes en pleine eau pour les faire grossir. Et ils les alimentent avant, au bout du compte, de les repêcher vivants et de les expédier éventuellement vivants ou éventuellement congelés, quand ils sont congelés aussi à bord. Alors, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas de ferme de thon. Ça a été interdit. Il y avait des projets, mais ils ont été interdits en France. Notamment, toutes les associations de protection aussi d'environnement se sont ont levé le bouclier contre ça, parce que c'est vrai qu'on peut se poser quand même la question par rapport à des grands migrateurs, les mettre dans des cages pour les faire grossir. Est-ce que ça pose quand même pas un petit problème? Parallèlement, donc l'aquaculture en mer, en fait, on a très très peu de parcs aquacoles en pleine mer dans notre région. Il y en a un petit peu plus au niveau en Côte d'Azur, là où ils font je ne me souviens plus, il y a du turbo, de la dorade. Mais nous, sur notre littoral, il n'y en a pas énormément. Par contre, on a visité hier encore une entreprise qui fait de la pisciculture, oui, c'est ça, de l'aquaculture de poissons, mais de juvéniles de poissons. Donc, en fait, ils font grossir des bébés poissons pour avoir une taille à peu près, où on peut à ce moment-là les exporter vers des fermes aquacoles qui les font grossir pour après faire l'aquaculture. Et ça, c'était vraiment une entreprise super intéressante. Les enfants, ils ont vraiment été emballés de voir tout le processus aussi
avec les bassins d'eau et puis pour alimenter, etc. C'est une grosse entreprise là et c'était tout à fait intéressant de parler aussi de ce genre de choses. Et sinon, bien sûr, les étangs, ben, il y a la conchyliculture, hein, et ça, donc les entreprises conchylicoles sont quand même assez importantes aussi sur la région, que ce soit au niveau de la région du bassin de Thau, mais aussi dans notre région, dans le Roussillon, là au niveau de l'étang de Leucate. Et donc, ce sont des activités qui sont aussi importantes. D'accord. Je pose la question parce que j'ai navigué là-bas il n'y a pas très longtemps entre Agde et Sète. Et il y a toute une zone où on ne peut pas naviguer parce que c'est protégé. Et je pensais que c'était une zone justement pour les pêcheries, enfin pour l'élevage de poissons, mais non alors. En fait, il y a une réserve marine qui se trouve effectivement, la réserve agatoise, qui se trouve donc au niveau d'Agde. Et c'est d'ailleurs, je crois, la plus grande réserve intégrale de notre région. Bon, il y a une autre réserve intégrale qui se trouve au niveau de Banyuls, ça qui est connue, puisque c'est l'une des plus vieilles réserves françaises. Mais donc au niveau d'Agde, il y a une grande réserve où effectivement il y a des zones qui sont, je pense, régulées au niveau des usages, notamment, bon, bien sûr, la réserve intégrale, on n'a pas le droit d'y passer, hein. Et je ne connais pas exactement les caractéristiques de cette aire marine protégée, mais c'est possible qu'il y ait des zones interdites au niveau de la navigation de plaisance ou professionnelle même, hein. Et sinon, ben, moi, pour avoir fait sur le Sea Explorer la navigation Agde 7, on rencontre énormément de filets qui sont posés sur la route, là, sur le trajet. Et c'est vrai qu'il faut quand même faire attention pour faire des zigzags entre les balises des pêcheurs, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui pêche dans le coin, hein. Yes, ouais, ouais. D'autres questions? Et oui, bah, je continue, hein, puisque l'IRD, oui, ça va complètement, j'imagine, ben, vous l'avez dit, hein, mais preneur de ce genre de projet, parce que l'IRD ne parle plus que science de la durabilité maintenant, et donc avec ce côté bah, transmission du savoir. Et, et donc, c'est quelque chose que l'IRD va continuer à soutenir, hein, sûrement. Je ne sais pas, justement, c'est la grosse question parce que bah, je vois que Julie, notre responsable au niveau du service des communications et de la région Occitanie, est connectée. Bon, je ne sais pas si elle écoute là, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont d'autres projets qui sont en vue. Là, je crois qu'ils ont à peu près un équivalent Bluetooth, mais dans le domaine de l'alimentation. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'on avait un rôle moteur et puis d'incitation au départ qui était important à porter en tant qu'organisme de recherche, notamment pour montrer le fait que des scientifiques sont prêts effectivement à se rapprocher des écoles pour pouvoir parler aussi de sciences et puis de leur métier, hein. Mais est-ce que c'est vraiment à l'IRD de soutenir ce genre de projet pour la suite? Je me pose la question, hein. Donc, c'est vrai que je trouve que ça, c'est quand même un débat intéressant de savoir, une fois qu'on a mis en place un projet comme ça, on a franchement, bon, c'est qu'à le dire, un peu le vent en poupe, hein. Tout le monde nous dit le projet il est super, il faut continuer, il ne faut pas arrêter là. Mais oui, mais comment? Rien que le report de la campagne en mer nous pose énormément de problèmes financiers parce qu'au bout du compte, nous, on avait calculé vraiment ric-rac et on ne sait pas comment on va financer les 2 dernières journées de location du Sea Explorer. On n'a plus assez d'argent en fait. Donc, est-ce que l'IRD va nous aider à nous donner encore des soutiens financiers pour louer les 2 dernières journées qui nous manquent? Est-ce qu'il faut qu'on parte à la recherche de nouveaux financements au niveau du conseil départemental, parce que c'est dans le département des PO, ou éventuellement au niveau de la région qui nous a déjà donné des sous, ou au niveau… Enfin, on se pose la question, hein. Donc, il y a le parc marin qui peut nous aider aussi, qui nous a promis une enveloppe. Je compte toujours sur eux. Enfin, bon, rechercher encore de l'argent, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'épuise un petit peu, hein. Donc, qui c'est qui est prêt à reprendre le flambeau? Et moi, je pose la question, là, pour le moment,
on craint que tout s'arrête, alors que tout est là, quoi. Le catalogue, il a été monté, les manips à bord du bateau sont opérationnels, on les a testés, on va continuer à les tester en fonction de l'adéquation entre le nombre de jeunes, la durée de l'atelier, est-ce qu'il vaut mieux en faire plusieurs et puis moins longtemps, est-ce qu'il vaut mieux en approfondir un. Enfin, chaque cas est un cas de figure en fonction du désir aussi, bien sûr, de l'établissement scolaire. Et en fait, il faudrait vraiment qu'on trouve de l'argent pour avoir un chargé de projet qui, encore pendant un an, qui anime le truc en relation avec les partenaires qui étaient déjà identifiés, en rajoutant, pourquoi pas, effectivement, de nouveaux partenaires pour pouvoir valider le truc, je dirais, le concept encore pendant un an, et puis après de voir si c'est quelque chose qui a vraiment des retombées significatives au niveau des gamins, quoi. Parce que moi, je me pose la question aussi, au bout du compte, est-ce que vraiment les retombées sont. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça? À quoi ça sert? Enfin, c'est un peu la question qu'on se pose toute notre vie en tant que chercheur, en se disant, au bout du compte, à quoi ça sert ce qu'on fait, quoi? Quelles sont les retombées? On n'a pas forcément des brevets qui sont à la clé et ça prend du temps. Moi, quand j'ai expliqué un peu mon parcours, cette fameuse mallette pédagogique qu'on a montrée sur les récifs coralliens, je suis très étonnée de voir qu'au départ, bon, ben, ok, on va faire 3 jeux. Puis finalement, quand on se voit 10 ans plus tard, mais quelle aventure! On a mis le doigt dans un truc absolument qui nous passionne avec ma collègue, là, Pascal Chabanet, et on veut continuer à faire vivre le bébé, quoi. Et on veut que maintenant, il y ait de plus en plus d'écoles qui l'apprennent et qu'on continue à diffuser cet outil, qu'il soit accessible en open access sur Internet. Et puis, on veut continuer à faire vivre le truc, quoi. Donc, quand je crois que quelqu'un commence à mettre la main dans des démarches comme ça, c'est vrai qu'on a envie de continuer, donc on est partant, mais à quel prix? Moi, j'avoue là que non, je ne referai pas une deuxième année ce que j'ai fait avec Bluetooth parce que j'ai envie de faire autre chose, quoi, ce qui est un petit peu légitime. Par contre, si c'était mon boulot, que j'étais payé pour ça, ben ça, ce serait différent, hein. Donc, je suis sûre qu'un chargé de projet, un jeune là, qui veut se lancer dans la médiation scientifique, la culture scientifique, il pourrait complètement s'éclater pendant un an, là, faire un travail super, hein, et donc permettre d'avoir une dynamique. Mais il faut réfléchir sur ces fonctionnements en réseau. C'est pas simple non plus hein, de fonctionner en réseau. Puis le multipartenariat, c'est pas facile non plus, hein. Tout le monde n'est pas prêt non plus à faire ça, hein. Personnellement, moi, en tout cas, la rencontre avec le monde associatif, j'avoue que des fois, j'ai été agréablement surprise. Et puis des fois, je me suis dit, mais on est malvenu, quoi, le scientifique. On a l'impression qu'on est en compétition avec eux, quoi, qui nous disent, mais qu'est-ce que vous venez faire là? La médiation scientifique, c'est notre boulot à nous, quoi. C'est pas vous. Et donc, on marche sur leur plate-bande. Et du coup, ouais, mais attendez, on va travailler ensemble. Mais il y a la compétition pour les sous. Donc, c'est compliqué, quoi, hein, très compliqué. Puis la rencontre avec le monde éducatif, alors là, c'est encore autre chose, hein. C'est tellement fermé. Les écoles, entre eux, ça ne communique pas trop, ils n'ont pas le temps. Enfin bref, alors qu'ils voudraient bien faire des activités beaucoup plus en réseau. Mais enfin, c'est marrant parce que nous, je pense que l'analyse qu'on peut faire sur le retour des profs nous permettra de voir, enfin moi c'était le projet Réseau Écorail là, sur lequel on a voulu tester l'impact d'une campagne de sensibilisation avec notre mallette pédagogique, a été super instructif parce que finalement on avait fait un protocole scientifique avec analyse comparative entre les sites, l'effet de la culture, l'effet de ci, l'effet de ça, et en définitive on s'est rendu compte que chaque cas, on avait, je ne sais plus, comme on avait 4 fois 5, on avait 20 établissements scolaires. Chaque établissement scolaire était quasiment un truc à part entière parce qu'ils avaient ça dépendait du prof en fait. Suivant le degré d'appropriation de la mallette pédagogique par le prof, ben, on avait tous les cas de figure possibles et inimaginables sur l'impact de la campagne sur les enfants, quoi. Et tout dépendait finalement du prof. Et je pense que là, c'est la même chose dans ce projet-là, suivant le degré d'implication des établissements scolaires. Si c'est chapeauté carrément par le proviseur ou la personne en charge de l'établissement scolaire en disant ben, on va impliquer différentes classes, on va faire parler des classes entre elles, etc. Ou si c'est l'implication d'un professeur de SVT parce qu'il aime la mer, ça n'aura pas le même impact, c'est évident, quoi, hein.
Et après, au niveau du collège, justement, il n'y a pas une diffusion à l'ensemble du collège de ce qui s'est passé sur un petit groupe, hein? Alors, je pense que oui, chaque établissement a ça. En général, ils ont des objectifs de restitution au niveau de souvent les fêtes de l'école à la fin du programme scolaire, hein. Et malheureusement, bah, l'année dernière, leur fête des écoles, les écoles ouvertes, eh ben, c'était Covid, niet. Et là, cette année, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'il va y avoir un retour? Donc, nous, on va suivre ça, bien sûr, hein, s'ils font des retours auprès des parents. Donc déjà, nous, on a les restitutions au niveau local, enfin, au niveau du projet, intra-projet. Donc demain, par exemple, ou après-demain, moi, je dois remonter en Lozère avec mon collègue Christian Chabou et puis Lara qui est en coordination là, pour interagir avec les élèves et puis avec les profs, pour essayer de retirer justement tout ce que c'est qui vont nous ressortir de leur vécu là. Et en fait, hier, ce qu'on proposait aux profs qu'on a rencontrés du Gard, c'est de faire peut-être un brainstorming entre des référents professeurs des différents établissements pour justement voir comment bah, chacun est, entre eux qui nous aident à réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut peut-être pérenniser le système et puis continuer à faire vivre le projet Bluetooth, mais avec une dimension différente. Alors, j'en profite pour dire une chose par rapport à ça. C'est en discutant hier avec Michel Franck, donc le président de Terre Marine, sur le concept école de la mer là, qu'ils ont mis en place sur leur bateau. Il me disait que ça commençait à diffuser le concept. Donc, il commençait à être interpellé par des organismes qui disent mais c'est super ce que vous faites, on aimerait bien faire la même chose, nous à notre niveau sur notre côte, dites-nous comment vous avez monté ça, et de manière à ce qu'on essaye de vous avoir comme finalement expert pour qu'on puisse nous faire un petit bateau, peut-être moins gros, mais construire pareil avec des gens qui veulent faire des bateaux éco-construits, qui répondent bien à toutes les normes, transition écologique, etc., pour embarquer, faire des activités à caractère pédagogique, avec toutes vos ressources pédagogiques que maintenant vous avez à bord. Donc en fait, eux, ils les rendent pareil, c'est ouvert sur le site, les ressources, toutes les fiches qu'ils ont pu faire sur le plancton, sur le benthos, en interaction avec des étudiants et avec des scientifiques derrière, c'est accessible et ils veulent que ça soit connu. Là, on est dans la générosité, dans le partage, hein, et c'est ça qu'il faut arriver à diffuser puis à promouvoir pour qu'au bout du compte, ben, la philosophie Bluetooth aussi, elle continue, parce que c'était un petit peu ça qui était sous-jacent dans notre projet, quoi. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup d'économie bleue, par contre, hein. C'est vrai que quand on a intitulé le projet Grande bleue et économie bleue, bon, là aussi, économie bleue, on sait que c'est porteur, hein. L'économie bleue, tout le monde ne parle que de ça. Le développement économique, la croissance bleue, la protection des océans, mais en même temps, le développement économique relié avec toutes ces innovations qui sont reliées avec la mer. Donc, c'était le terme économie bleue était assez porteur pour moi aussi, là. Sauf que, bon, qu'est-ce qu'on fait finalement, nous, au niveau de l'économie bleue, si ce n'est permettre la rencontre avec des acteurs professionnels qui vont parler justement de choses reliées avec l'économie bleue. Mais moi, j'ai été extrêmement déçue de voir, on a un parlement de la mer, j'en profite, on est entre nous, le Parlement de la mer. Alors là, il y a beaucoup de monde dans le Parlement de la mer. À quoi il sert le Parlement de la mer? Attention, c'est enregistré, hein, Jocelyne. Oui, il fait des très belles choses. Donc moi, j'ai essayé de les appeler, de les interpeller, de dire, écoute, oui, oui, le Parlement de la mer, il y a un projet là qui est assez sympa. Écoutez, peut-être qu'on pourrait en discuter. Bon, je sais, il y a les élections régionales, il y a plein de choses, ils sont pris, c'est des politiques aussi, mais voilà, sur le plan des politiques locales, c'est important de les avoir aussi, les collectivités locales avec nous, les communes. Donc ça, c'est une démarche que nous, on n'a pas eu le temps de faire. Dans chacun des ports, ben, hier encore à Sète, l'établissement public régional qui gère les ports de Sète, donc ça aussi, c'est compliqué à voir comment est-ce qu'on contacte quelqu'un des ports de Sète, mais c'est un établissement public régional et il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que vous avez contacté la commune? Ah ben mince, non, on n'a pas contacté la commune, effectivement. Donc du coup, on a envoyé in extremis un message à la mairie de Sète pour les informer. Bon, il y avait un comité de presse quand même qui circulait, qui a dû retomber, j'imagine, dans leur structure. Mais c'est vrai qu'un démarchage dans chacune des communes où on devait aller,
c'est quand même quelque part aussi la moindre des choses, de dire oyez, on vient chez vous, et puis du coup, leur demander est-ce que vous ne pouvez pas nous aider d'une manière ou d'une autre, hein. Et donc, ça mobilise finalement énormément de gens, de choses. Il y a tellement de choses à faire. Mais voilà, finalement, on n'est pas si nombreux que ça dans le projet, alors qu'il y a quand même du monde, hein. Et donc, il y a matière à créer un emploi Bluetooth. Voilà, je le dis. Là, c'est enregistré aussi. Et j'espère que l'IRD m'entend. Parce que là aussi, l'IRD, il y a l'IRD Occitanie qui nous a super appuyés. Il y a l'IRD, le siège qui est à Marseille. Donc là, bah, ils sont un peu loin, Marseille aussi. Et je pense que si ça avait été un Bluetooth en région PACA, bah, peut-être qu'il y aurait eu peut-être un appui. Bon, l'appui, il était là, hein, c'est indéniable. Mais peut-être qu'il y aurait eu un intérêt différent. Bon, normalement, il était prévu qu'il y ait des gens de la direction qui viennent sur le bateau pour voir ce fameux bateau qui est à voir, hein. Franchement, quand on le voit, on comprend bien des choses, hein, je pense. Et on ne s'imagine pas cet outil qui est vraiment, je le répète, un outil extraordinaire, hein. Je fais passer mes messages, moi, en même temps. Mais c'est bien, il faut, hein. Donc, de toute façon, la session est enregistrée, donc les messages sont gravés et pourront être visionnés plus tard. Alors, ce qui est super, c'est qu'en fait, moi, en tant que retraitée bénévole IRD, j'ai rien à perdre en définitive. Oui, tu as Je le ne droit suis de pas payée réserve. pour le boulot, donc je peux dire tout ce que je veux. On ne peut pas faire grand-chose contre moi en définitive. Donc ça me donne un espace de liberté extraordinaire. On sent que tu as envie d'en profiter. Ouais. Bon, mais merci à tous. Merci surtout à Jocelyne pour cette présentation de Bluetooth. Merci, un grand merci à Lambert Delbecq, qui est doctorant au laboratoire d'Aéro et qui m'a bien secondé techniquement sur ce grand séminaire. Au niveau des grands séminaires, le prochain est programmé le mardi 15 juin. Donc, je vous ai mis le titre, CNRS, 82 années d'une grande aventure scientifique et humaine. Donc, on part dans l'histoire du CNRS. Voilà. Un grand merci à Jocelyne, passionnant. Et on espère que tu auras trouvé quelqu'un pour prendre pour le relais de cette belle aventure qui est tentaculaire, en fait, hein, on s'en rend compte. Au moins pour pérenniser ce gros projet de médiation scientifique. Mais alors, je ne sais pas, des doctorants, peut-être le milieu associatif, mais on ne sait pas. Oui, Donc, alors sans animation, peut-être, ouais. je ne sais pas. C'est un appel aussi effectivement à la grande région Occitanie, hein, puisque nous, c'est vrai que pour le moment, on a surtout travaillé en relation avec nos collègues de la région et puis des organismes de recherche, que ce soit l'Université de Perpignan, l'Université de Montpellier, avec qui on a eu l'occasion d'interagir, bien sûr, de façon régulière. Mais c'est vrai que la région Occitanie, elle est grande, et donc la région de Toulouse, alors c'est dommage, je regrette beaucoup de ne pas être avec vous physiquement, ça aurait vraiment été une joie, mais j'espère que ce n'est que partie remise. Et c'est vrai que le Legos qui est chez vous, à l'Observatoire, et puis bon, il y a d'autres personnes qui travaillent aussi en relation avec la mer. Donc, c'est un appel à intérêt. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez enrichir notre catalogue, faire des interventions, venir faire des sorties avec nous. Vous êtes, je pense, les bienvenus. Vous avez nos contacts. Et donc, merci beaucoup, hein, de m'avoir invité à ce grand séminaire. Ça a été un plaisir pour moi dans cette journée mondiale des océans de parler de ce qui me passionne. Merci. Merci Jocelyne. À très vite. Donc, le prochain rendez-vous, le 15 juin. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.